Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et bien évidemment, merci aux organisateurs de nous avoir permis cette occasion pour se rencontrer, pour partager. Et si vous permettez bien, j'aimerais vous inviter à un voyage vers le 11e et le 12e siècle dans notre ère, c'est-à-dire l'âge d'or de la civilisation arabe-musulmane et du Moyen-Âge chrétien, pour réfléchir bien évidemment sur l'histoire d'une traduction d'un texte qui a alimenté bien évidemment plusieurs traductions et plusieurs réécritures, qui est le texte d'Avicenne, Hayy ibn Yaqtan, et bien évidemment qui a été traduit récemment par retraduit par Al-Buhaymid à partir de l'original arabe, sachant que Suhrawardi, qui a écrit Récit de l'exil occidental, Qissat al-Rabia, l'a écrit en arabe, sachant qu'il a écrit d'autres épîtres, d'autres ouvrages en persan. Bien. Donc c'est un texte qui problématise en quelque sorte l'histoire de la traduction et de la réécriture. Donc il s'agit du récit de l'exil occidental de Suhrawardi, qui est une réécriture du récit d'Avicenne, Hayy ibn Sina, lequel texte est réécrit par la suite par Ibn Nafis et Ibn Tufayl. Et on sait tous que maintenant Hayy ibn Yaqtan est connu comme étant le texte de Ibn Tufayl. Dans la version se veut une réécriture qui intériorise aussi l'histoire du solitaire, aussi une autre réécriture, une autre traduction, El-Nabit, le solitaire ou bien Nabit, d'Ibn Dajan, connu par Abou Pass, fin 11e siècle. Donc ces réécritures sont doublées de traductions multiples. Celle qui nous intéresse, c'est la traduction de Al-Buhaymid, qui se veut une relecture, une rectification de celle dans le Coran, qui a traduit l'épître de Suhrawardi dans Suhrawardi, l'archange empourpré, qui va donner naissance à un nouveau texte, une traduction qui va donner naissance à un nouveau texte qui est l'autre exil occidental. Mais aussi à d'autres réécritures, comme celui de la gazelle et l'enfant, qui est une réadaptation évidente, qui essaie de traduire Al-Buhaymid, une réadaptation, une réécriture de Hayy ibn Yaqtan. Et la tache blanche et bien d'autres textes. Donc nous allons s'arrêter sur les déploiements poétiques de cette traduction-réécriture. Grand admirateur de la tradition mystique liée au soufisme musulman, mettait l'entreprise de réactualiser cet héritage riche en inscrivant au centre de son projet littéraire, esthétique et même idéologique, parce qu'il considère que le soufisme est l'avenir de l'islam. Donc le thème a revisité l'héritage soufi à travers deux procédés essentiels. 1. L'investissement littéraire de l'imaginaire mystique, des procédés signifiants liés aux formes de la quête, la trace, l'identité, les stations, l'entre-deux, l'unité, la multiplicité, mais surtout la traduction de textes des grands soufis, notamment Bistami, les dits de Bistami, Hellaj Nifari, à travers des traductions intégrales ou partielles, spécialement édité dans la revue d'Edal, dans la ligne éditoriale et orienté en grande partie vers la revisite du patrimoine soufi. L'histoire de notre traduction, récit de l'exil occidental, a commencé par la fascination, la traduction de Médine, la découverte d'un texte bouleversant, extrêmement familier, qui invite à une lecture particulière, mais aussi à une relecture de l'original arabe en deuxième lieu, parce que la traduction du Coran ne suffisait pas vraiment, n'a pas assouvi la soif, en quelque sorte, de Médine, et n'a pas percé les vraies limites mystiques du texte. Va aboutir à une retraduction et à la fin une réécriture. Médine affirme que ce texte m'était, dans le prélude, m'était personnellement adressé. Je n'ai pas pu déférer mon identification au protagoniste en attendant, c'est-à-dire le héros, en attendant de prendre conscience de l'original arabe. Dès le titre, l'expression d'exil occidental cristallisait mon expérience. Donc fascination,
déjà par le concept de l'exil occidental. La question qui se pose à ce stade, c'est le pourquoi de la traduction 15 ans plus tard. Pourquoi refaire une traduction après la confrontation avec l'original arabe? Ici, je confère à Michonic qui stipule que la poétique transforme la pensée et la technique du traduire, et bien évidemment la traduction vieillit. Pourquoi là où le texte qu'elle traduit ne vieillit pas? Pour répondre, il convient de rejeter la définition trop restreinte de la traduction comme une pratique artisanale traditionnelle, une sous-écriture qui ne mène qu'à des recueils de recettes. Mais Medeb justifie sa traduction, il se justifie, par un souci de mettre en évidence l'aspect poétique du texte, il le dit. Prétexte qui sous-entend que la traduction d'Henri Corman, dans Sohrawardi et la Franche-Comté, n'a pas su rendre en toute ampleur signifiante et littéraire de l'épître. Le lecteur, je cite Medeb, qui confronterait notre traduction avec celle de Corman, constaterait les convergences et les écarts. Notre souci était de rendre possible une lecture poétique en suivant au plus près l'original arabe. Medeb, bien évidemment, note. Donc, Medeb problématise ce rapport au texte et inscrit d'ores et déjà sa retraduction réécriture au sein d'une poétique du dépassement et du dépassement. D'une part, il s'agit de la volonté de retraduire le texte à partir de l'original arabe pour combler un déficit poétique, une insuffisance sentie et repérée dans la traduction. D'autre part, la réécriture met en exergue la poétique sohrawardienne fondée sur les principes du montage et du collage facilitant les techniques de la condensation et du déplacement. Véritable ouverture sur le propre exil de Medeb et les horizons esthétiques, bien évidemment, qu'il présente et qu'il offre. Il s'agit de s'arrêter dans un premier temps, dans la présente intervention, sur cette traduction et comment elle prétend être plus poétique que celle de Corman. Quelques concepts de base de la traduction dans sa relation avec la poétique du texte vont servir comme base théorique à l'approche du devenir de l'œuvre traduite. D'autre part, le second texte, c'est-à-dire le texte réécrit, fruit de cette traduction au second degré, enfin à un degré infini, une réécriture qui va raconter l'exil de Medeb. C'est un texte qui s'inscrit au sein de la continuité, une transposition de la poétique, du montage et du collage, et leur investissement dans une aventure scripturale et esthétique bien particulière à travers l'exil en Occident, qui n'est plus qu'Erwan, parce que si Assim, le protagoniste de Sohrawardi, est exilé à Kérouan, maintenant l'exil, selon Medeb, n'est plus horizontal, enfin, il s'inscrit dans la verticalité, et il est de l'autre rive, bien évidemment, de la mer, enfin, de la Méditerranée qu'il appelle la mer médiane, enfin, pour utiliser une expression archaïque. Mais aussi à travers un voyage philologique dans les racines qui disent l'exil de Hajar Haraba et les ouvertures sur le cycle pictoral du Quattrocentoso. Voilà l'exil de Medeb. Aventure purement esthétique lors de ce qu'il appelle son halte italienne. Comment une traduction donc peut prétendre, ou bien peut-elle être plus poétique tout en suivant l'original arabe, plus près de l'original arabe? Medeb précise que dès le titre, l'expression d'exil occidental cristallise l'expérience. Voilà. Cependant, l'identification au protagoniste del récit n'a pas épargné le recours au texte arabe. Tout simplement, c'est une relecture, une inscription dans la logique même du texte sohrawardien qui se déploie selon différents niveaux. Au niveau de la structure générale du texte, la traduction de Corman a fait subir au texte une transformation. Il a segmenté, fragmenté le texte original en chapitres avec des titres, des intitulés. Prélude, la chute dans la captivité, troisièmement, la captivité et l'évasion, troisièmement, la navigation sur le vaisseau de Noé, et en dernier lieu, Océanée mystique et Impossible. Il ajoute ensuite, pour commencer le récit, la notation début du récit. Début, comme si, alors après le trait, il ajoute la notation. Qui paraît superflue à notre égard parce que le lecteur peut facilement détecter, comprendre que le récit commence après le premier titre
qui succède le prélude. En plus, Corbin présente son texte sous forme de tiré. Il s'agit là d'une transformation typographique qui ressemble à un travail éditorial. Présentation du texte sous-titré, simplifié pour un lectorat francophone avide de connaissances sur le soufisme, ce qui sous-entend que le texte original est opaque. La traduction de Medeb, quant à elle, se conforme à la structure du texte original, présentation du récit en un seul bloc. Medeb propose un récit sous forme d'un conte, avec des moments de tension et un dénouement à la fin. La traduction de Corbin est complètement linéaire, en grande partie sémiotique, sens des mots pris séparément dans le but de rendre le sens direct du texte, volonté de transparence et évidemment de clarification. Le lexique subit aussi un changement, même si le choix d'un terme au lieu d'un autre ne semble pas avoir un grand impact sur la traduction. Par exemple, le choix du grand désastre au lieu du grand ébranlement, Atam al-Kubra, enfin, dans le récit de Sohrawardi, les côtes de la mer verte au lieu des rivages de la mer verte, etc. Cependant, la différence notoire entre les deux traductions serait sans aucun doute le traitement de la composante coranique. Parce que c'est quoi le récit de l'exil occidental? Enfin, c'est un récit, c'est un conte qui est truffé de jalons coraniques se référant à tout ce qui est Tamakoba, tout ce qui est déluge, ébranlement, etc. Donc la différence notoire entre les deux traductions serait sans aucun doute le traitement de la composante coranique au moment où la traduction authentifie de Corbin, authentifie la référence en citant le verset et le paragraphe à chaque fois, le texte médévien inscrit l'hypertexte coranique, et je me réfère bien évidemment à la terminologie de Genève, l'hypertexte coranique dans la continuité du texte. Ainsi, à la place de la citation, il est guillemets, la graphie en italique permet de souligner le passage coranique sans toutefois porter atteinte à la fluidité du texte qui se veut une fable visionnaire, comme conçue par Sohrawardi. Donc il s'agit d'une traduction qui inscrit l'intertexte coranique comme composante essentielle qui confère au texte sa consistance dramatique et sa teneur textuelle au sein d'une dynamique de la continuité et de la précipitation, parce qu'il faut faire accélérer les choses. C'est là une caractéristique essentielle du texte sohrawardien que Medeb veut montrer et reproduire, investir et s'approprier par la suite pour le second. Bien. Et je passe parce que, enfin, il me reste un peu. Normalement, oui. Vous aurez le temps de développer. Je vais développer, bien évidemment, le français. Donc, pour conclure sur ce point, on peut dire que la traduction de Corbin est une traduction ou traduction non texte, en se référant à la terminologie de Michoni, et que la traduction de Medeb veut une traduction texte, c'est-à-dire une création d'un texte. Maintenant, qu'en est-il de la réactualisation et la réécriture de ce texte? De l'exil occidental de Sohrawardi à l'autre, l'exil occidental. Déjà, il y a une ressemblance au niveau des titres, des intitulés. Le récit de l'exil de Sohrawardi est basé sur la volonté de corriger. Parce que Sohrawardi dit que quand il a lu le récit d'Avicenne, il l'a trouvé dépourvu de résonance relative à l'épisode du grand ébranlement, ou bien le grand désastre. C'est pour cela qu'il va réécrire, enfin écrire récit de l'exil occidental qui est Al-Hayy ibn Iqban, conforme à sa philosophie visionnaire. Maintenant, Medeb va réécrire son propre exil, qui est un exil dans la langue, qui est un exil, enfin, dans les contrées de l'autre, qui est aussi un exil dans l'image et dans la philologie extatique de manière générale. Donc, celui de Medeb, fasciné par la notion, se base sur ce texte pour raconter son propre exil, mais aussi pour édifier une notion espace. Ça, c'est très important. Exil occidental, c'est une notion espace créée par Medeb, qui actualise les termes de cet exil dans sa contemporanéité et sa complexité. La réécriture commence par un procédé d'imitation. Imitation, émulation, puisqu'il y a quand même
que ce soit chez Ibn Tufayl, chez Ibn Berja, enfin, tous les grands philosophes qui se sont appropriés la fable du Hayy ibn Yaqdhan, il y avait une volonté de dépasser en quelque sorte, de réadapter, de s'approprier, mais aussi de dépasser. C'est le procédé de l'émulation qui dépasse l'imitation. Non pas seulement l'imitation, non pas seulement de la structure du récit de Sahrawardi, mais aussi la volonté de marquer le déplacement. Donc, la retraduction du texte sahrawardien vise à ponctuer en quelque sorte les passages du déplacement et du dépassement, mais aussi en mise en exergue des techniques du collage et du montage. Donc, Medeb affirme, et c'est vers le nord qu'on continue d'appeler Occident que j'ai migré, sur la rive septentrionale de la mer Médiane. J'ai débarqué dans la ville, et c'est les propos de Sohrawardi, et c'est les propos bien évidemment d'Avicenne et les propos coraniques. Dans la ville dont les habitants sont injustes, après avoir été ballottés par les houles de la tempête dans une cale bondée, sombre, nauséeuse. Ainsi, la descente aux enfers reprend les structures de l'exil occidental et on calque les grandes stations. De Kérouan, ville natale de Medeb, à cet Occident indéfini, non défini, se trame une identification avec le récit sohrawardien, tout en s'inscrivant dans la tradition du palimpseste, à l'instar du philosophe qui aurait écrit le texte d'Avicenne. Medeb se met sur les traces de Sohrawardi, aussi bien au niveau de la structure du récit qu'au niveau de l'identification à son protagoniste dans ses périples et les sentiers de l'exil occidental, situés dans le premier récit à Rouen, commençant par un prélude, récit de son propre exil dans la rive nord de la Méditerranée. Il enchaîne par une errance dans les labyrinthes du sens de Hajar, avant d'entamer le processus de la narration de ce qu'il appelle déjà une fiction intériorisée. Donc ce n'est pas vraiment une imitation, mais une fiction intériorisée. Ces images isolées immergent de ma mémoire pour être à la hauteur de la fiction intériorisée. Enfin, Medeb n'hésite pas à faire des parallélismes entre les deux expériences, s'arrêtant sur les similitudes, rappelant les points de ressemblance entre les deux parcours. Donc c'est une réponse, bien évidemment, c'est un exil linguistique philologique qui s'inscrit dans la volonté de cerner le sens multiple de l'exil, aussi bien dans le Coran et les Genèses, les deux racines, Hajar, bien que séparées étymologiquement, aussi entre l'étrangeté, l'éloignement, la disparition, mais aussi le déplacement. Voilà. Et voilà pourquoi il a en quelque sorte opéré une remontée, bien une montée philologique pour détecter en quelque sorte les structures du déplacement. C'est ainsi que le même mot qui désigne le fait de se déplacer, Hajara, signifie aussi devenir étranger. Dans cette logique, la disparition contenue dans la notion, la disparition puisqu'il y a la mort, le tragique, confère à celle du spectacle du soleil couchant. Naissent alors, je cite mes deux, les noms qui disent le coucher, l'ouest, l'occident, et par extension l'obscurité, les ténèbres, le trait noir qu'incarne le corbeau, emblème du deuil de la séparation. Donc une telle perspective permet à Medeb d'élire l'exil dans la généalogie même de l'être musulman, qui s'inscrit au sein des notions abrahamiques de l'exclusion et de l'exil, la rupture, le départ, le délaissement. Abraham qui rompt avec le culte des idoles, il décline le culte du feu, il s'exile, Agar, et son extension, Ismaïl et la souffrance, etc. Et Mohammed, bien évidemment, la rupture avec la tradition païenne et la hijra, etc. Donc je passe cette remontée philologique pour insister sur l'aventure esthétique, bien évidemment, bien l'exil esthétique de Medeb, ou bien la réécriture. Il y a des ramifications, des retombées esthétiques à travers la revisite du désastre et sa projection sur les grands cycles picturaux du Quattrocento lors de la revisite de la Toscane, c'est-à-dire des îles de l'Italie. Je cite Medeb,
J'ai revisité la Toscane pendant que je renouais avec ce texte. En lisant le texte de l'exil occidental, il était bien évidemment dans la Toscane. J'aime ces plongées dans l'art qu'occasionnent mes séjours en Italie. J'ai toujours eu la certitude d'y avoir gagné ma rédemption. Du récit à la peinture, d'un procédé de condensation à un autre, dans la résonance des espaces analogiques au rêve, j'envisageais de reconnaître dans les grands cycles picturaux du Quattrocento les figures et les accessoires auxquels a recours Sohrawardi, qui m'ont hanté. Donc fasciné par le récit qui se déroule comme un rêve, dont le courant sert de résidu, c'est-à-dire résidu diurne, à travers l'identification du narrateur aux événements et figures coraniques incarnées par la huppe de Salomon, qui a... Vous avez dépassé largement. Cette phrase, permettez-moi de conclure. Donc de l'appropriation, j'ai pas parlé des peintres, de l'appropriation du procédé du déplacement spatial comme dynamique du récit à son dépassement, le grand désastre se déploie esthétiquement. C'est un récit dans les œuvres iconiques du désastre qui traduisent le devenir esthétique de l'expérience. De même que le Coran va servir de résidu diurne au récit sohrawardien, ce dernier va aussi avoir la même fonction dans la traversée picturale des grands cycles picturaux de la Renaissance, la peinture de la Renaissance. Le narrateur n'exprime-t-il pas une volonté explicite d'entamer un voyage, une errance, voire une descente dans la matière picturale, à vouloir, je cite, à vouloir pister les analogies dans la fraction picturale, où j'avais séjourné en cette ultime hâte italienne, j'aurais éprouvé de la difficulté à déguster les figures de l'hôte d'Alexandre ou même de Moïse et